nous allons commencer notre cycle avec, nous avons choisi une des figures emblématiques de l'architecture, disons, moderne, des débuts du modernisme aussi, parce que nous avons un artiste et un architecte. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on continue à aborder l'architecture de cette manière? Est-ce qu'on a encore ces beaux élans de dessinateurs? Je crois que ça se perd. Et je suis très curieuse moi-même de voir un petit peu comment il va y avoir cette interaction avec Elie Harfouch, qui est un jeune architecte, comme son visage l'indique, qui dirige l'agence Elie Michel Harfouch Architects. Il a obtenu son diplôme d'études supérieures spécialisées en architecture à l'Académie libanaise des Beaux-Arts en 2000 et un master d'histoire de l'architecture de Bartlett à l'University College de Londres en 2006, grâce à une bourse du Karim Rida Said Foundation et du British Council. Il est également professeur à la Lebanese American University et rédacteur en chef de la revue en ligne Archilab, portail de l'architecture au Liban. En 2012, il a représenté le Liban dans le cadre du programme Cultural Leadership Leader, organisé par le British Council à Istanbul pour son rôle dans la création de Archilab. Donc je vais laisser Elie présenter plus longuement Grégoire et je vous souhaite une bonne Merci. Donc bonsoir, je suis assez chanceux d'être choisi pour faire ce dialogue avec Grégoire. Déjà, j'avais beaucoup d'affinités à l'architecture du béton. Donc le brutalisme, c'est un de mes, quelque chose que j'admire beaucoup en architecture. Il y a une certaine honnêteté qu'on retrouve aussi dans le travail de Grégoire dans l'architecture, et c'est pour ça, plus ou moins, que j'étais plus ou moins sélectionné, disons, pour faire ce dialogue ce soir. Donc chanceux au point que je pense que mon nom doit être un peu plus petit, beaucoup plus petit que celui de Grégoire, mais déjà c'est assez... Une autre petite remarque, excusez mon français, parce que depuis 2000, quand j'ai pris mon diplôme de l'ALBA, je ne parle plus le français, donc c'était de l'anglais depuis. Donc je vais faire tout mon mieux pour me souvenir de mes années de 5 heures du français, de l'ALBA. Juste un petit aperçu, disons, assez objectif de Grégoire jusqu'à nos jours. Et Grégoire est d'origine russe. Il est né à Rishmaïa au Liban en 1930. Il a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans à Ain Safa, dans le Casa de Alay, proche du Chouf. Son père, à l'origine architecte naval, mais avec des connaissances d'ingénierie hydraulique, a été l'ingénieur responsable de la construction de la première centrale hydroélectrique au Liban, laquelle est toujours active. Grégoire a entamé ses études à l'Académie libanaise des Beaux-Arts dans la section peinture en 1948, se sentant avoir des dispositions pour la peinture, étant donné son illustre grand-père qui était aussi un peintre célèbre. Il passe à la section architecture après seulement un semestre de peinture et décelant sa vraie vocation. Il obtient son diplôme d'architecture en 1955. Parmi ses enseignants étaient l'historien Maurice Chab, d'autres architectes français, en particulier Pierre Coupel et Michel Cochard, avec qui il collabore plus tard sur plusieurs projets d'architecture et plans d'urbanisme comme celui de Beyrouth. En 1954, il s'engage à l'agence Delta Construction Company, où deux architectes, Georges Reyes et Théo Canaan, étaient les responsables. Ensuite, il se lance à son propre compte, avec occasionnellement des collaborations avec Raoul Vernet et Khalil Khouri. Bien plus tard, en raison du ralentissement des affaires au Liban dû à la guerre, il s'engage en tant qu'architecte à Dar al-Handasa. Au sein de cette importante agence, il trouve l'occasion de participer à l'élaboration de projets, principalement à l'étranger, de projets importants. Grégoire est aussi enseignant à l'ALBA et à l'IMBA entre 1957 et 1959 et à l'IUB entre 1976 et 1986. Actuellement, Grégoire pratique toujours l'architecture et enseigne à la IUB et à la ALBA. On est ici aujourd'hui parce que la carrière de Grégoire Serov et l'homme lui-même présente une leçon exceptionnelle sur le modernisme au Liban et dans la région. Donc, merci. Merci. On va commencer
Donc la présentation ne sera pas chronologique, il y aura des aquarelles, il y aura des perspectives, il y aura des projets anciens et récents, et on va essayer que le discours, il y a quelques thèmes qu'on va couvrir, mais le discours vraiment, il viendra à partir des diapos. Donc Grégoire, on commence avec quelques aquarelles et l'importance du dessin pour un architecte. On voit ici aussi quelques aquarelles qui montrent des arbres, des pins qui vous ont... Oui, ça m'a été mon inspiration depuis ma naissance en réalité. Chmaïa, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, entouré d'arbres, de pins, etc. Je suis très attaché au paysage libanais. C'est une constante jusqu'à aujourd'hui. Et ceci m'a, plus tard, quand j'ai fait de l'urbanisme avec EcoCharge, ce que je retenais au Liban, c'est qu'il fallait à tout prix essayer de préserver la nature, beaucoup plus que ranger le bâtiment qui était assez, même jusqu'à aujourd'hui, dans une situation désespérante. Mais je crois que le paysage, et il y a beaucoup de jeunes, je constate au Liban, qui sont très, très organisés, beaucoup d'associations pour la protection du paysage et de la nature. Un peu tard, hélas. Bon, cette aquarelle vous montre que notre formation à l'Alba était basée un peu sur la formation Beaux-Arts de Paris. On était très, très proche de l'architecture classique telle qu'enseignée aux Beaux-Arts de Paris, c'est-à-dire les ordres de l'architecture classique n'avaient pas de secret pour nous, ni le dorique, ni le dorique romain, ni le corinthien, ni le ionique, ni le composite, etc. Ici, c'est pour démontrer que quand je me trouvais à Rome, ici, pour moi, c'était un plaisir de dessiner, par exemple, cette fontana di Trevi, en me mettant dans la rue, et bon, je constate que c'était vite fait de ne pas rater les proportions. Donc, en 1955, vous obtenez votre diplôme d'architecture. Oui, et à ce moment important, vous avez terminé des études en Beaux-Arts à l'Alba et dans le système Beaux-Arts, disons, et vous avez des influences. Comment vous pensez que vous avez commencé votre carrière? Nos influences, on était un groupe, je ne vais pas citer beaucoup de noms, il y a un bon collègue ici qui était parmi nous. Nous étions vraiment influencés, je pense, par le modernisme de Brasilia et surtout de la fantaisie de Oscar Niemeyer. Et on avait découvert qu'on pouvait faire autre chose que de la verticale, de l'horizontale, et surtout ensuite, bon, je passe de coq à l'âne, mais tout de suite, il y avait une revue qui s'appelait Japan Architect, juste à la fin de la guerre, qui était tombée un peu sur nos planches, dans nos vies, où on montrait des magnifiques projets faits par des Japonais qui étaient faits tout en béton brut, avec un soin incroyable, n'est-ce pas? Et on a tout de suite deviné que c'est peut-être bien à cause de l'architecture en bois qui avait traditionnellement au Japon, et donc les coffrages, fatalement, conduisaient à du très bon béton. Donc on était vraiment contaminés par le béton brut dès le début. Je parle de mes collègues, Khalil Khouri et Raoul Vernet, et d'autres qui étaient dans la même mouvance. C'est mauvais de dire mouvance, dans la même mode, ou bien dans le même goût. C'est plus facile. Ici, vous voyez, par exemple, tout de suite, là, on montre quelques exemples de dessins. En fait, ce sont des dessins, mais ensuite, ils ont été réalisés. Là, c'est un site de montagne, au Cèdre. Je voulais particulièrement, déjà à l'époque, distinguer un peu ce que c'était des sites de haute montagne, des sites naturels,
que l'on pouvait tout de suite exprimer autrement que des bâtiments à Beyrouth, où tout de suite il y avait la hauteur, etc., la rue. Mais dans un site montagneux, on pouvait exprimer, je vais utiliser très souvent un mot qui dérange certains, je vais parler du lyrisme en architecture. Le lyrisme, ça veut dire ce que la mélodie cachée de l'architecture ou le message caché qu'il y a dans l'architecture, en tout cas, disons, le vrai sens, le parti architectural qui est, disons, le lyrisme. Ici et là, je peux tout de suite dire, bon, immédiatement, ce que je voulais exprimer, d'abord l'horizontalité, la pente obligatoire de la neige, etc. Les habitudes libanaises de se mettre en terrasse avec des claustras, plus ou moins, le bois, et c'était évidemment le béton brut à profusion. Évidemment, quelques gens ont demandé pourquoi tu ne fais pas des tuiles, et mais ce n'est pas du tout la question, c'est la géométrie qui pour nous était intéressante. On avait fait des dalles d'asphalte qui n'ont pas passé. Malheureusement, aujourd'hui, je suis passé au cèdre et toutes ces constructions étaient recouvertes de tuiles. C'est absolument la laideur absolue qui ne correspond à rien. C'est-à-dire les pentes ne sont pas les pentes de la tuile et la géométrie est absolument a disparu dans le processus. Mais ici particulièrement, Grégoire, il y a l'habilité du dessin et le plaisir du dessin. Comme on voit ici, il y a une vue d'hélicoptère, et tout ça c'est fait à la main. Oui, il faut dire qu'on plairait ceux qui étaient doués pour le dessin, mon collègue Khalil. On se plaisait à faire des perspectives de rendu à la main à l'époque. Il n'y avait pas de machine pour faire ça. Et c'était le plaisir vraiment du dessin. Mais évidemment, il y avait un propos architectural. Par exemple, ici, il s'agit d'un concours à Nice pour la promenade des Anglais. Un concours lancé par des commerçants de la ville de Nice qui se plaignaient beaucoup du trafic qu'il y avait sur la promenade des Anglais. Alors j'ai imaginé qu'on pouvait peut-être dévier ou faire passer tout le trafic en souterrain et garder toute la surface jusqu'au pied des hôtels et de ces grands édifices de grande réputation. Vous pouvez deviner là-bas le Negresco, comme une espèce de grand plan incliné, une plage où tout pouvait se passer, et des expositions de sculptures et des promenades, etc. À droite, je ne sais pas, tu vas montrer. Oui, mais juste ici, donc l'intégration de la coupe avec la perspective et plus tard avec disons, le collage sur une perspective. Donc il y avait déjà du plaisir dans le dessin lui-même, avant le projet même parfois. Bon, parlons un peu d'architecture ici, si vous voulez. Je crois dès le début que le message de l'architecture, c'est-à-dire, de nouveau je parlais, le lyrisme ou bien le parti architectural, je crois qu'il se résumait assez bien dans l'identité. Et je tâchais toujours que le bâtiment que je faisais n'avait pas d'autre définition que celui que je faisais. Par exemple ici, c'est évidemment un bâtiment de bureau avec une partie commerciale en rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Ce n'était pas ni un immeuble d'habitation, ni des terrasses d'appartements, etc. Là, tout de suite, je fais signaler les modes. Il y avait les modes de l'architecture, la rotonde en verre, disons, si vous voulez, l'encorbellement du dernier étage. C'est venu un peu après notre visite, Khalil et moi, à Milan. On a vu la Torre Velasca, où il y avait des encorbellements au dernier étage, des échafaudages qui ternaient le dernier étage, une espèce de bec qui dominait. Bon, c'est une mode, hein. Je ne peux pas dire que c'était un courant, mais une mode, et on était très, disons, on voulait appliquer la mode qui se trouvait ailleurs. Bon, ça c'est un bâtiment, je ne peux pas vous dire qu'il a été exécuté fidèlement, loin de là, mais c'est pas grave. Là, il y a la tentative, donc, on a eu ce projet à nous trois, Khalil, Khouri, Raoul Vernet et moi-même. Bon, il faut dire un petit parenthèse, la commande des projets, c'est simplement parce qu'on était des élèves des frères et que les frères disaient il fallait absolument donner le projet à des anciens des élèves des frères. Bon, ils avaient bien choisi, on était dans le même immeuble. Ça s'est bien marché, on était absolument du même courant. Bon, là, si vous voulez, c'est absolument le fameux brutalisme. Et
l'honnêteté des matériaux. Je vais passer ensuite dans la subdivision de l'architecture que je crois toujours tenir. Ici, il y a l'honnêteté des matériaux, c'est-à-dire on voulait à tout prix, le béton, la construction, les poutres et les poteaux devaient être en béton et être gardés, le béton sans enduit, sans rien, n'est-ce pas? S'il y avait une paroi en maçonnerie, ben c'était une paroi en maçonnerie d'aggloméré de béton laissée en brut, c'est-à-dire il n'y avait pas 1 centimètre carré d'enduit utilisé. C'est si vous voulez, on était intégristes architecture, des purs intégristes. Là, vous voyez bien sûr la mode, je dis bien la mode, parce que comme vous voyez ici, les brises soleil sont excessifs, on n'a pas cet ensoleillement dangereux ou nocif du soleil, mais c'est bien le résultat de, comment ça s'appelle, de l'illustre architecte, du Corbusier. Oui, tout ça, c'est hérité du Corbusier. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'est le Corbusier, qui était un grand rationnel, avec ses villes rationnelles, le plan Jardin pour Paris, tout à fait catégorique. La ville ne vaut plus rien. La ville actuelle, on passe au-dessus, on fait des villes suspendues. C'est très rationnel. Et puis on découvre soudain que monsieur Le Corbusier a fait la chapelle de Ranchamp, qui est le comble du lyrisme, d'après moi, ou bien il a fait le palais de justice à Chandigarh, qui est aussi un geste ondoyant, etc., qui n'a rien à voir avec la géométrie droite, ni son pouvoir de la tourette, n'est-ce pas? Vous voyez bien qu'une personne génial, n'est-ce pas, comme Le Corbusier, pouvait passer du fonctionnalisme, du rationnel intégral au poétique le plus total, n'est-ce pas? Et moi je crois que là, on revient à la définition d'architecte, qui est un beau mélange. Et là, je viens d'apprendre cette nouvelle expression, le physique, il y a le caractère, ceux qui sont enclins pour le physique et ceux qui sont enclins pour le lyrique. Okay. Bon, mais c'est un beau mélange. L'architecture permet justement cela. Il n'y a pas d'autre art où il y a ce mélange vraiment du lyrique et du physique. Quand vous faites de la musique, vous faites du lyrique. Quand vous faites de la sculpture ou de la peinture, vous êtes lyrique. C'est de l'art pratiquement pur. Mais l'architecture est précisément l'art où vous ne pouvez pas être négligent dans l'un et être muet dans l'autre. Vous devez être poète en même temps que magnifique constructeur. Et là, je crois que c'est dans le caractère des gens. Il y a des gens qui sont portés vers le physique. Je vois ça avec mes collègues professeurs, ceux qui veulent à tout prix avoir des programmes précis, des surfaces, exactement, qui demandent dès le premier jour des organigrammes, des programmes impeccables à suivre à la lettre. Très bien. Et après, on arrive je m'en souviens, on découvre qu'il y a des lyriques en quantité chez les étudiants. Tout ce qu'on leur a expliqué comme rigueur du programme, il y a des gesticulations, des élans fantastiques de création, n'est-ce pas? Donc, cette cohabitation du lyrique et du physique est constante. Si vous ne l'avez pas en architecture, vous n'êtes pas vraiment architecte. Sur ça, parlons un peu du parti architectural, comme vous avez dit, qui était très important. Et donc, votre propre approche au projet, disons, quand c'est un site urbain, mais quand dans ce cas, c'est un site montagneux, avec l'hôtel Saint-Bernard, haute montagne. Donc, déjà, il y a la séparation entre montagne, haute montagne et urbain. La montagne moyenne n'est pas la haute montagne. Les courbes de la haute montagne, les cimes, ne sont pas le paysage romain, etc. Et ce que je pense, c'est que dans chaque projet, c'est ce que j'essaie de faire. Je crois que je parle a posteriori parce que l'architecture est avant tout une chose instinctive. On avait un instinct pour faire une chose et ensuite on trouvait des justifications. Et maintenant, avec les années passées, je trouve une quantité de justifications. Tout ça, c'est faux, évidemment, on travaille l'instinct. Mais là, pour vous dire combien ici, évidemment, il y avait sous-jacent une espèce de vouloir
montrer la brutalité du béton, de la construction, avec comment dire, la douceur de la neige et de l'environnement absolument doux, etc. Évidemment, ici, il y a une volonté, c'est ça le parti architectural, je crois, ou si vous voulez, le lyrisme, le poétique, vous voulez exprimer quelque chose. Et ici, l'identité n'est pas de dire ça, c'est un hôtel. L'identité, c'est de cet objet brutal dans la neige, dans un site de grande douceur, n'est-ce pas? Évidemment, là, c'est une continuation permanente de l'honnêteté de la construction, c'est-à-dire le béton brut est un béton brut, il fallait l'exprimer. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il ne fallait pas du tout de spécialistes. Par exemple, l'hôtel Saint-Bernard, la chance d'être construit en haute montagne, donc il n'est pas affecté par l'humidité et les vents de sable, etc. Ça a été un petit bétonnier de Pcharré à qui j'ai expliqué ce qu'est le béton brut. Il dit exactement, tu vas le faire bien chétif. Il a fait un chef-d'œuvre de béton brut avec cet hôtel Saint-Bernard. Et ça, j'avais souvent l'occasion, les artisans sont très vite sensibles c'est-à-dire la poésie de leur métier, très vite sensibles. J'ai eu un autre exemple, par exemple, je devais faire une villa à Rabier. Bon, j'étais entré à Dar el-Handassa à l'époque, c'était l'époque de la guerre. Pendant la guerre, on les travaillait à l'EMA, mais j'avais quand même fait une villa à un de mes amis d'enfance qui s'appelait Michel Limonski. Tout ce que j'avais fait tous les plans précis et même les plans de coffrage, parce que nous autres, avec ce béton brut, on faisait nous-mêmes les plans de coffrage, n'est-ce pas, pour absolument contrôler les formes et l'expression, bien sûr. J'avais fait un plan de coffrage, j'ai passé une journée avec un bétonnier de Halle, qui était une espèce d'énorme personnage, je me suis dit, est-ce qu'il ne va jamais me comprendre? Il était jeune et il était concentré à m'écouter. Et il ne voulait pas de distraction, il ne voulait pas que ça raconte des blagues, il ne voulait pas que les autres... Et c'était 1h30 de conférence de moi à lui. Et il buvait mes paroles. Je me suis dit, bon, ok, pourvu que ça marche bien, n'est-ce pas? Et je suis parti au Nigeria pour 1 mois, en le laissant travailler tout seul. Il m'a dit, viens voir le coffrage. Je suis arrivé, c'était la perfection même. Il avait tout compris, tout bu, et vraiment, il s'est exprimé avec ce magnifique artisanat du menuisier de coffrage. Et ceci, vous avez plus ou moins essayé ça avec la maison Hadeshian? Oui, ça c'est la maison du sculpteur. Ici en particulier, il y avait, disons, des problèmes, pas des problèmes, des conditions. Il fallait à tout prix éclairer son atelier qui était orienté au sud, n'est-ce pas? Et donc il fallait prendre la lumière du sud sur l'autre photo peut-être. La précédente, oui. Vous voyez, il y a 2 cornes, l'une à gauche et à droite. Celle de gauche est au sud et le grand atelier du sculpteur est en bas et la plus grande corne est au nord parce qu'on pouvait se permettre beaucoup de lumière. Et en fait, c'est assez fonctionnel. Donc ceci a été exécuté, si vous voulez, c'est un style de l'époque. Je n'étais pas le seul à le faire. Elie peut me dire que c'est du brutalisme à l'anglaise. C'est du brutalisme à l'anglais, donc avec la génération qui a suivi le Corbusier. Oui, le Corbusier. Disons que... et c'est la période d'Ecochard à Beyrouth, qui était un urbaniste, qui avait fait déjà ses preuves un peu d'urbaniste à Damas, au Maroc, etc., qui a atterri ici. Et évidemment, les clients ont dit on va lui commander des projets. Et il a eu des projets importants. Et le lycée franco-libanais à Ashrafiyé, le collège protestant, le collège des Antonins, et tout ça avec une association d'architectes locaux, évidemment. Et l'hôpital des 5 heures à Bagdad, une école à Saïda avec Amin Bezri. Donc il a beaucoup réalisé et il était toujours dans cette lignée de
La poutre est en béton brut, le poteau est en béton brut, etc. Un remplissage, un auvent, un brise-soleil. Il avait, moi je prétends qu'il est un très bon architecte, sans compter qu'il était un novateur en urbanisme. On reviendra sur les projets avec Michel Écochard. Mais ici, on a un projet assez intéressant. Oui, ça c'était l'extension du musée sur sol. Comme vous voyez, du côté droit, il y a ce qu'était la façade nord, disons la façade classique des années, elle a été faite en 1914, je crois. C'est du pur style, non, c'est pas du tout du pur style, c'est du classique orientaliste, etc. Il y avait la somptuosité, l'axialité. Comment faire une extension à l'arrière? Je ne pouvais pas la faire en architecture rococo classique, il ne faut pas me demander, je ne pouvais pas le sortir. Alors, il y a une extension, comme vous pouvez la voir peut-être dans d'autres photos, qui est accolée au classique, le classique à droite, l'extension à gauche. Et ce que j'ai retenu ici, c'est que peut-être la verticalité, la solennité à une institution comme un musée. Donc, il ne s'agissait pas de faire des fenêtres horizontales. La verticalité, je l'ai répété en plusieurs exemplaires sur la façade sud et est et ouest, avec une écriture moderne, comme vous pouvez voir. C'est assez audacieux, non? Vous vous êtes exprimé oui, comme vous le voyez. Oui, c'est pour de nouveau revenir sur cette question d'identité. Je crois qu'un parti architectural, il est fort parce qu'il exprime ce qu'est le bâtiment. Ce bâtiment est un musée, c'est sûr, c'est pas un bâtiment de rapport, ni un musée, ni des boutiques, ni une villa, plusieurs étages, c'est un institutionnel, culturel, digne. Bon, je pense que c'est réussi. Et je vois que, comment il s'appelle là, l'architecte qui a repris là? Jean-Michel Villemotte. Jean-Michel Villemotte. Je ne vous dis pas comment se passent les commandes architecturales, c'est toute une aventure. Bon, il a eu ce projet. Là, je constate qu'il a été respectueux de ce que j'ai fait. Je sais qu'il a des extensions en sous-sol, sous l'esplanade, dans plusieurs niveaux, je n'ai rien vu. Mais là, il a mis un panneau droit pour ne rien dire, messieurs, il y a ça qui accompagne le musée, disons, qui est devenu traditionnel, disons, une partie de patrimoine libanais. Il y en a qui le considèrent déjà comme du patrimoine. Ça, c'est intéressant, c'est l'idée des architectes qui travaillent après d'autres architectes. Et donc ici, peut-être... En général, j'abîme. Et je peux vous dire une chose, que le client, tout honnête qu'il est, ou son héritier, ne revient jamais sur l'architecte d'origine. Il croit, bon, je suis libre, etc., je peux faire ce que je veux, et c'est les pires ennemis des architectes. Les pires ennemis de la continuité architecturale, disons de la sobriété, d'une continuité architecturale. Les pires ennemis, c'est les clients. Mais dans votre cas, vous étiez chanceux dans 2 de vos projets. Donc disons celui-là. T'es chanceux dans tous mes projets, sauf matériellement. Et donc le projet de l'immeuble Zen à Badaro que vous avez construit à l'origine en 82. Je ne sais pas pourquoi cette photo est toute grise et le béton est beaucoup plus beau que ça. Parce que ça vient de vous, du dossier. Je faisais des mauvaises photos, il faut demander, j'aurais demandé à Amer. Donc ce projet a été récemment retapé par la fille du client. Il était sur la ligne de démarcation, c'était un bon client, Nabil Zen, que j'ai eu ensuite comme client à Nice pour un grand projet d'un parc d'attractions. Nabil Zen a été très fidèle, il croyait en moi. Moi, les projets que j'ai faits, mes premiers projets, parce qu'il y avait encore les clients qui aimaient leur architecte, qui aimaient le style de l'architecte, qui aimaient l'architecture comme ça, et qui allaient chez un architecte pour le style. Aujourd'hui, c'était plus du tout ça, la commande a d'autres mécanismes, mieux vous le dire. Alors, ce bâtiment, là, aujourd'hui, comme tous les immeubles, vous le voyez, abîmé, la volumétrie est abîmée par le vitrage des balcons, alors qu'il y avait un jeu d'ombre, il n'y en a plus maintenant, c'est massif, etc. Si vous allez le voir en détail, il est intéressant.
Mais alors, ce qu'il y a de bien, il a été sur la ligne de démarcation, mais alors absolument abîmé par les impacts de balles et des obus. Il était dégradé au maximum. Je l'ai rayé de ma liste, mais alors complètement. Et soudain, il y a la fille de M. Zayn qui a fait ses études d'architecture à Lausanne. Elle est revenue ici, et bon, comme là-bas les écoles sont bien, elle a voulu refaire à l'identique, sans changer une virgule. Alors qu'elle aurait pu, son père lui permettait tout, elle pouvait s'exprimer en faisant quelque chose d'autre, mais elle a senti qu'elle voulait restituer à l'identique. Elle a restitué presque mieux que l'original. Elle s'est exprimée par contre, et Georges peut me le témoigner, dans les intérieurs et les cuisines et dans les intérieurs des appartements magnifiques, de design, disons ça, c'est encore un des aspects des architectes, ceux qui privilégient les matériaux et le design. Bon, on en parlera des 4 volets de l'architecture, si vous voulez, un peu plus tard, mais assez rapidement. Donc, on a trouvé cette image d'un bâtiment à Hamdoun, Oui, donc pas haute montagne, moyenne, disons. Pas haute montagne, c'est la montagne, le grand centre d'estivage. Et je vous demandais pourquoi il y a une certaine similarité avec la façade. Pour nous, je considère que Hamdoun était une autre ville déjà, une ville aussi bien que Beyrouth. Hein. Elle n'a pas une caractéristique ni d'être entourée de verdure, comme par exemple Oumana, ou bien la région boisée, Limette, je ne sais plus où, ni haute montagne qui a cette douceur des lignes, des collines. Bon, c'était un morceau de ville. Bon, on a fait un autre morceau de ville. Oui. Il a été complètement démoli, ceci. Mais alors, zéro. Et d'ailleurs là, à cause de notre âge, Khalil et moi, on peut citer des immeubles qui ont disparu de la circulation. 50 ans, on dit que l'immeuble a une vie de 50 ans, et effectivement on l'a constaté. Hein. Il y en a 2 ou 3 qui ont été supprimés chez moi, Raoul Vernet 2 ou 3, Khalil Khouli 2 ou 3, absolument effacés de la carte, avec Solidaire par exemple. Il y a l'idée de l'enveloppe du bâtiment que vous... Je pense que c'est le moment vraiment de parler des enveloppes, oui. Des enveloppes, et il y a un meilleur terme en anglais, c'est texture or features of the envelope. Je crois que ça, il n'y a pas d'équivalent en français qui est caractéristique de l'enveloppe. Le feature, c'est autre chose. Ce sont les traits en anglais. Moi, j'ai fait une division de l'architecture, ce qu'est l'architecture pour vite la définir. Jusqu'à présent, elle n'a pas été contrariée. Moi, je crois qu'il y a une partie qui concerne la forme, ou bien le volume, chapitre 1. Deuxième chapitre, la distribution interne, parce que vous n'êtes pas architecte si vous ne savez pas organiser les fonctions dedans, ou si le bâtiment n'est pas utilisable par le client. Donc, vous devez savoir organiser l'intérieur. Et puis, vous avez l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, pourquoi j'en parle à Beyrouth? Parce que les volumes au Liban sont tous très ressemblants, et c'est le parcellaire qui le donne, n'est-ce pas? Et les lois de construction, ils ont tous la même dimension, les parcelles, donc vous obtenez pratiquement les mêmes volumes avec les hauteurs obligatoires. Alors comment il va s'exprimer l'architecte? Parce qu'il faut qu'il ait sa signature. Il s'exprime tout de suite par l'enveloppe, par les caractéristiques de l'enveloppe, qui peuvent être très saillantes, comme des brise-soleil, ou bien des verticales répétées, etc., ou bien pas des matériaux, mais plutôt par du relief. Alors là, il me montre des bons exemples, il me montre celui de Tripoli. À droite. Oui. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ici quelque chose de texture, comme disent les... Excusez-moi. Voilà, ici. Pourquoi j'ai fait une façade où il y a les caractéristiques de l'enveloppe, ou bien features of the envelope. Et ça, c'est le jeu de la matière, ou bien les Anglais ont un mot d'un texturing de texturing the whole elevation. Pourquoi? Parce que ce bâtiment se trouve exactement en face de la ville Amlouk. Donc un
un quartier vraiment où les traditions sont là. Je ne pouvais pas faire un truc en verre, je ne pouvais pas faire des horizontales, je ne pouvais pas faire des voûtes. Je voulais, par l'enveloppe, peut-être avoir une ressemblance ou une continuité avec la chose. Et les arcades, ce ne sont pas des arcades, ce sont des arcs, n'est-ce pas? Et il y a toujours, dans ça, ça a été toujours le béton brut utilisé comme d'habitude. Les matériaux avec une expression symbolique, oui. Face à... Bon, les grands architectes, pour eux, ils ne font pas de mélange, hein, ils ne distinguent pas, je veux dire. La forme, et l'enveloppe, et ensuite les matériaux. Mon 4e chapitre dans cette division, c'est les matériaux. Les bons architectes font tout en même temps, et leur point faible, toujours, c'est bien la distribution interne, qu'ils considèrent toujours fait pour les imbéciles qui comprennent les programmes et qui comprennent les organigrammes, qu'est-ce qui doit aller à gauche, qu'est-ce qui doit aller à droite. Je me rappelle une très bonne remarque d'Oscar Imeret que j'ai rencontré. Il m'a dit, faites n'importe quoi, hein. Tout finit par fonctionner, mais faites l'architecture, n'est-ce pas? Faites de l'architecture. C'est important ça. Faites l'objet architectural qui est ou n'est pas émouvant, qui est ou n'est pas lyrique, entre parenthèses. Alors il y a des gens qui sont portés vers le physique, n'est-ce pas? Et d'autres qui sont portés vers le lyrique. Le physique, je ne dis pas que c'est un parent pauvre de l'architecture, mais il est obligatoire. Mais c'est surtout les lyriques, ou bien les poètes, ou bien ceux qui... Et comment s'exprime le lyrique? Le lyrique s'exprime principalement par... Et s'il est capable de provoquer une émotion. Et ça, c'est très important, beaucoup de gens en parlent de manière très spécialisée. Mais l'émotion est un instant très rapide et inexplicable. Des gens passent en toute visée, c'est bon, ils continuent. Ou bien, pas mal, ils continuent, n'est-ce pas? Et d'autres, ils passent, c'est les... À quoi c'est dû? À peu de choses, à vraiment peu de choses, à la réussite de ce lyrique ou bien de provoquer l'émotion. Et je crois l'émotion, si vous ne faites pas quelque chose qui s'identifie bien, il faut qu'on passe devant le bâtiment et qu'on dise ce qu'il est. C'est pas, un immeuble de bureau est un immeuble de bureau, un immeuble d'habitation est un immeuble d'habitation. Il faut que dans les traits volumétriques déjà, dans les traits volumétriques, ils disent ce qu'il est, et ce qu'il est émouvant. C'est l'émotion de l'architecture. Donc ici, au Caramon, toujours proche de Tripoli. Oui, pourquoi des arcades, hein? Pourquoi des arcades alors que je ne suis pas arcade du tout? Mais ça rentre dans dans le chapitre de texturing or elevation. Moi je crois qu'ici, il y a un jeu d'ombre qui est provoqué par ces courbes et contre-courbes. Il y a cette espèce d'escalier, des étages qui se font. Et disons, les corolles peuvent exprimer la légèreté. Je ne dis pas que c'est une réussite, mais c'est pas grave. Et donc en contraste, je vais vous taquiner un peu maintenant, on voit les... Oui, mais alors il y a des projets qui sont beaucoup moins inspirants. Là où il y a une répétition des classes, où il y a un budget limité, où il y a un terrain limité, c'est pas la peine de les montrer. J'ai fait des écoles, mais les écoles que j'ai faites pour l'État libanais, même pour les commandes du secteur public, j'ai essayé de faire quelque chose, une innovation. Voir peut-être ces écoles au début, non, je ne sais pas si on va le faire. Mais il y a toujours le jeu d'ombre. Oui, ici par exemple, le côté droit, c'est le lycée Verdun, qui est, disons, pas monotone, mais une répétition de classe. Là, il y a une petite innovation technique, c'est-à-dire les planchers nervurés, avec des boutins apparents, qui ont été généralisés ici la première fois peut-être. Et la partie où je pouvais un peu m'exprimer dans les ombres, etc., c'était la partie qui comprenait les grandes classes ou bien les gymnases ou les salles spécialisées à gauche. Ce n'est pas une chose dont on peut se fanter. Mais Votre école réalisation, je ne veux pas faire mon CV aujourd'hui et dire j'ai fait 52 écoles et 25 machins. C'est pas une présentation de CV. Hein,
Alors là, c'était intéressant parce que là, c'est le ministère des Ressources et hydroélectriques que vous pouvez trouver sur le boulevard des Fleurs. Ça, c'est aussi des reprises de bâtiments. Et je suis fier de faire des reprises de bâtiments et d'exprimer quelque chose. Ceci, c'était un dépôt de munitions de Qatar, je pense, ou je ne sais pas ce que c'était. Ça n'avait aucune vocation pour ça. Il y avait un ministre qui a été assassiné, mais qui avait des qualités d'homme de décision, Habaya. Il était porté sur le modernisme, il savait ce que c'était les ordinateurs déjà à l'époque. Bon, comment j'ai obtenu le projet? Parce que j'avais pas mal de projets au ministère des Ressources hydroélectriques à travers un de mes amis qui s'appelait Samir Fontaine. À cause de lui, j'ai eu pas mal de projets dans le secteur des ressources hydroélectriques. Et un de ces 4 matins, alors l'Arbaïk a été ministre, et à un moment donné, il avait un bureau à Myrna Chalouhi. Il m'a dit, Grégoire, tu peux lui arranger ses bureaux. Je lui ai arrangé les bureaux. J'ai travaillé pendant 2 mois. Il m'a dit, est-ce que, je lui ai dit après, dis-moi, est-ce qu'on peut avoir des honoraires? Il m'a dit, mon frère, si tu veux lui demander des honoraires, tu ferais mieux de faire ton passeport aujourd'hui. T'en fais pas, il te la rendra. Un vrai mafieux, une promesse, il la tient. Et cela est apparu, le projet de l'extension de choses, le plus naturellement du monde. Il a dit, Grégoire, Fatal, fais ce projet avec. Parce que Samir Aban avait des doutes, est-ce que tu es capable de faire un bâtiment de ministère? J'ai dit, essaye mon cher, tu sais, c'est pas plus compliqué qu'une villa, un ministère. Et je l'ai fait, j'ai pratiquement pas eu de conversation avec mon ami Baya, n'est-ce pas? Mais il a prévu un sous-sol avec des computers déjà à l'époque, je ne comprenais même pas moi-même ce que ça voulait dire. Et donc, même, alors, comme ça a été passé en entreprise, et les combinats de l'entreprise, tout de suite, ils se sont approchés de lui. Choubadnahed, la fille, M. Serov Ambedayen, etc., nous emmerde l'existence. Est-ce qu'on ne peut pas l'écarter, n'est-ce pas, pour travailler librement? Surtout qu'à un moment donné, j'étais surveillant de et j'ai découvert qu'ils ont coulé des poteaux en béton qui avait le gravier qui paraissait en façade. J'ai dit, c'est quoi ça? À l'entrepreneur, vous allez les démolir. Il dit, là, vous savez ce que ça coûte, etc. On va avancer. Je dis, vous les démolissez. Et les types se sont plaints. Ah ben, il nous emmerde la vie, etc. N'est-ce pas? Avec son béton brut. Avec son béton brut et sa rigueur des poteaux. Et il a dit, allez vous faire, etc. Je continue avec Grégoire Serra. Je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu. Je sais que le type a tenu sa promesse comme un vrai mafieux. J'espère qu'il y a personne de la famille ici ce soir. Eli Ahmed était un type remarquable. C'était moi. Donc cette idée de la commande publique, je me demandais s'il y avait des soucis idéologiques ou même une certaine dimension sociale, spécialement avec les écoles. Qu'est-ce que je veux dire? Les écoles ont été toutes commandées par un personnage qui est très respectable, qui s'appelle Maître Namar, qui nous avait donné pas mal de projets à faire, n'est-ce pas? Il nous confiait pas mal, simplement parce qu'il était de l'Alba, il savait que Serov, Khalid Khouri, Georges Haddad, ici présents, sont des gens bien. Ils ont fait une école à gauche, à droite. Et on faisait des écoles, ça se résumait à peu de plans, mais c'était exécuté texto. Et nous, on essayait de faire du lyrisme. Par exemple, les toitures ici, j'ai fait des expériences de plancher paraboloïde, etc. Et il est tout à fait exécuté, c'est HPNI, on peut la voir, n'est-ce pas? Bon, ici, le terrain était en longueur, j'ai fait une chaînette qui a été une succession de places, enfin, etc. Donc déjà l'expérience de projet à partir d'une commande publique, grand projet. C'est ce qui est regrettable au Liban. Les architectes n'arrivent pas à s'exprimer suffisamment bien. Ils ont un peu trop de commandes privées qui sont des parcelles et des immeubles à construire. Dès qu'ils ont l'occasion de faire de la commande publique, on s'exprime. C'est que la commande publique,
n'est pas concerné, le plus souvent des cas n'est pas concerné par le parcellaire, le coefficient d'exploitation. Le programme est déjà différent d'un bâtiment ou de bureau ou d'appartement. On s'exprime bien dans les... Mais aussi, vous êtes très bien exprimé aussi avec les commandes à l'extérieur, avec Dar al-Handasa, par exemple. Avec Dar al-Handasa, l'aventure était intéressante. Moi, je crois que je ne regretterai jamais d'être entré à Dar al-Handasa. C'était une période de crise, la guerre avait commencé. Je ne gagnais pas assez d'argent, il est temps d'aller se caser quelque part. Je me suis casé à Dar al-Handasa. Et là, ils ont été assez honnête pour me confier pas mal de responsabilités. J'allais pratiquement avec le principal responsable au Nigeria pour concevoir ou préciser des programmes. Et ça a commencé par des toutes petites choses et ça a immédiatement grandi. Je suis très content d'avoir fait grandir des grands projets. Le Nigeria s'est ouvert, je ne veux pas me vanter de ça, mais quand je suis allé là-bas avec mes amis Robert Wakim de l'Alba, Mounir Nassar, qui étaient des gens extrêmement dynamiques, et il y a eu l'occasion pour moi d'aborder des projets disons, pas des projets publics, des projets de l'administration. Ça, par exemple, c'était un marché à Maïdougouri. Vous savez que Maïdougouri, c'est l'endroit où il y a pas mal d'exécutions avec le Boko Haram. Bon, c'était une très belle ville. Je dois dire que c'était saisissant comme ville. Quand on débarquait de l'avion, à 10 km de la ville, ça sentait le chameau déjà, hein, mais c'est pas grave. Parce que c'était l'escale des chameaux qui venaient d'Égypte, des caravanes de chameaux. Et les Anglais avaient planté des espèces d'arbres qui étaient, je crois, une espèce de peuplier, oui, les Nîmes. La forêt, les boulevards étaient entièrement plantés de ces arbres extrêmement ombrageux. Et le marché de Maïdougouri n'était qu'une forêt. Mais c'était tellement désordonné que l'administration a dit c'est impossible, on doit faire un nouveau marché. Alors, c'est là que j'ai appliqué les principes que j'ai appris chez Cochard. Il faut faire des enquêtes avant de faire un projet. Des enquêtes surtout dans des constructions. Ce qui est disponible, ce qui est... Oui, il faut faire l'enquête, c'est-à-dire le marché, il fonctionne comment, qu'est-ce qu'ils amènent, qu'est-ce qu'ils vendent, comment ils vendent, qui ils vendent, à quelles heures ils œuvrent, etc. Et l'embêtant dans ce projet particulièrement, c'est que la forêt était très très belle. Et moi, je me demandais pourquoi ils voulaient la démolir. Bon, j'ai fait une espèce de structure qui permettait le passage et de la lumière et des arbres le plus possible. Je ne parle pas comment ça a abouti ensuite à la mais aussi avec... Il se dégrade assez vite avec la mentalité de production dans les grandes boîtes. Vous avez fait le preliminary design, vous êtes très bien dans ça, bravo avec, plan masse, vous êtes doué vraiment. Ça va passer tout de suite au production. Alors la production, ça passe dans d'autres mains. Et là, ça se dégrade complètement, ça perd toute sa personnalité. Donc ça, c'est vous déjà oui, ça c'est déjà les premiers projets qui sont issus de ces premières aventures embryonnaires. C'est le College of Science and Technology au Nigeria. Là, vous voyez bien que ce sont des formes que nous, habituellement, on fait, qui n'étaient pas du tout habituelles là-bas au Nigeria. College of Science and Technology. Donc, mais déjà, est-ce qu'il y a du préfabriqué? Est-ce qu'il y a une certaine logique de construction aussi? Non, c'était vraiment, nous en sommes encore ici au fil à plomb et au niveau en bulle, au niveau à la géométrie de la verticale et de l'horizontale pour assez longtemps. Maintenant, il y a les stars architectes qui se sont mis dans les globes, et les reins, les ésophages et les poumons, etc. C'est possible de faire, mais ça ne peut pas se faire au TLK, impossible, ça doit être fait à l'ordinateur. Et alors là, j'ai une très bonne expérience avec mon ami ici, Ahmed Saleh, qui était étudiant à l'Alba, et il voulait faire un musée des arts préhistoriques, je ne sais pas quoi. Il avait fait des mollusques comme ça lui aussi. Alors, je dis, écoute, des mollusques c'est bien, mais tu peux pas faire une coupe où je peux lire quels sont les espaces que tu obtiens dedans.
Alors il est allé avec sa maquette à l'hôpital et l'a passé au scan chez ses amis. Il a fait un scan de sa maquette, couche par couche. Et on a pu rétablir des coupes véritables, verticales et horizontales de son projet. Moi je dis que c'est presque avant-gardiste. Qu'est-ce qu'ils font les architectes, les star architectes d'aujourd'hui? Ils font beaucoup de maquettes et on le voit, n'est-ce pas? Leurs ateliers c'est rempli de maquettes et ils les font passer en scanner. Et c'est tout de suite, le scanner tout de suite informe l'ordinateur et ils peuvent lui donner des plans d'exécution pratiquement. J'ai eu l'occasion récemment de passer à Paris et de voir ce qu'est la fondation, comment elle s'appelle? Louis Vuitton. Oui, par Frank Gehry. C'est un truc absolument extraordinaire. Alors là, il m'a mélangé ma théorie de la forme, de la distribution intérieure, de l'enveloppe et des matériaux parce que c'est tout à la fois. C'est tout à la fois, mais évidemment c'est l'apothéose de la forme, du lyrisme. On ne sait pas. Il y a des gens qui m'ont dit ça fonctionne mal, et disent c'est normal, il ne faut pas s'attendre. C'est extraordinaire de l'extérieur, parce que c'est un truc volumétrique gigantesque. On ne sait pas si c'est un bateau, si c'est une carcasse d'anciens voiliers, un avion, c'est quoi ça? C'est formidable. Mais c'est magnifiquement détaillé, c'est magnifiquement accroché. C'est extrêmement stable et c'est magnifiquement combiné, le verre avec le métal qui le tient. C'est un chef-d'œuvre. Personnellement, je trouve que Frank Gehry est particulièrement doué, sauf qu'il dérape un peu. Il va un peu loin, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de gens qui diraient la même chose de Gehry, non? Je ne sais pas ce qu'on peut dire de Gehry. Moi, je l'admire vraiment comme créateur de forme, comme sculpteur de l'architecture. Il y a la sculpture de l'architecture, il est sculpteur de l'architecture, c'est certain. Il a beaucoup. Comment dire, Zaha Hadid est aussi très doué. Très doué. Peut-être mieux dans les bijoux, mais bon. Elle a un bon exemple ici à Lévis, où elle a vraiment. Oui, on le verra à la fin. Donc encore plus de projets à l'étranger, et dans ce cas on voit quelques thèmes, donc les toitures, les arêtes et tout ça. Oui, tu as retenu ce totem, si tu veux. Bon, ça c'était un parc d'attraction pour lequel mon ami, le client, qui a fait le premier immeuble à Taïoune, il m'a dit, est-ce que tu fais encore de l'architecture? Il y a cela 15 ans. Hein. Je dis, bon, essaye, tu peux faire des plans d'exécution pour un parc d'attraction en un an. Je dis, je crois, à condition, je dis que j'amène toute mon équipe. J'ai amené toute mon équipe, 4 petits dessinateurs, un architecte, etc. Tout le monde est allé là-bas, on a passé un an. Et à partir de plans de permis, et ça c'est la technique française, et je crois qu'elle a beaucoup de défauts, c'est qu'elle travaille par le système de APS, l'avant-projet sommaire, puis l'APD, l'avant-projet détaillé, sur lequel ils basent leurs appels d'offres. Ils disent les entrepreneurs, plus tard, trouveront les détails adéquats, les plus économiques. Et c'est la défiguration de l'architecture. Alors moi, j'ai hérité d'un plan de permis, d'un APS. Il fallait faire en un an un parc d'attractions. Avec mon équipe, c'est très bien. J'ai eu immédiatement tous les entrepreneurs contre moi, dès la première semaine, à envoyer les lettres recommandées. Où sont les plans de béton? Où sont les plans de fouilles? Où sont les plans... Je dis, écoutez, j'ai demandé la permission avec les clients. Permettez que je leur parle. Je dis, messieurs les entrepreneurs, vous savez dans quoi vous êtes rentrés, n'est-ce pas? Si vous voulez entrer en litige, c'est facile, mais vous obtiendrez. Vous voulez que je vous donne au fur et à mesure, et je sais le rythme de bâtiment, je vous donnerai les fouilles, les fondations tendues, les chaînages entendus, les murs, etc. Entendus, suivez mon rythme. Faites-moi confiance. Ils sont sortis, bon, on a besoin de quelques minutes pour réfléchir, et puis ils sont revenus, on est d'accord. Mais il y avait une décision assez importante pour les dalles. Oui, les dalles, bon, c'est un détail que je t'avais dit. Il y avait 15 restaurants à faire. 15 restaurants, mon Dieu, il y a tous les réseaux d'un restaurant, 15 restaurants, la cuisine, l'évacuation des eaux, je ne sais pas quoi. Si on doit faire des réservations dans les dalles et le coffrage, on n'aurait pas fini. Finalement, un ingénieur de là-bas, il dit, écoutez, vous arrêtez tout, coulez des dalles de 20 cm et on coupera ensuite l'acier électrique.
On a fait des dalles et là où il fallait, on a coupé les engravures, etc. Ça coûtait plus cher, je ne pense pas, c'est allé plus vite. C'est pas plus cher que de faire des plans, attendre que le coffrage respecte tous les réseaux, les décaissés, etc. Et il avait raison. Donc il y a pas mal de choses que j'ai appris dans mon séjour. C'est le béton coulé, banché, ce qu'ils appellent le béton, avec les banches de bois. Les banches de bois, c'est les grandes banches de contreplaqué. Les murs porteurs et pas les piliers. Parce que les piliers représentent du coffrage 1, 2, 3, 4. La banche de mur, c'est un mur de mur. Et vous le voyez aujourd'hui sur les chantiers. Sur les chantiers du Liban, le mur porteur se généralise de plus en plus. À partir des fondations, vous voyez bien qu'il monte en mur penché et même en élévation. Et vous pouvez déceler, même dans la construction, le peu de cas qui font du coffreur menuisier. On vient avec le coffreur des grandes banches. Ça, je l'ai appris là-bas et j'ai découvert que le Liban le suit, mais avec 4 ou 5 ans de retard. C'est intéressant, Grégoire, parce que déjà le discours il est à moitié technique, à moitié conceptuel. D'accord. Et bien que ça peut se passer comme un cliché, l'idée de l'identité. Donc ayant bâti à l'étranger, oui. Et puis bâtir au Liban, on a discuté de cette idée de l'identité et vous oui. Avez une certaine donc vous la comprenez d'une façon assez personnelle. Je dis qu'une villa est une villa, par exemple. Ça, c'est une villa, hein, n'est-ce pas? Et je voulais, bon... Mais aussi l'identité en relation de contexte, donc bâtir au Liban ou bâtir ailleurs, au Koweït avec Michel Ecochard ou en France ou au Nigeria. Oui, j'ai contribué au musée du Koweït, je crois qu'il a fait une erreur là-bas parce qu'il croyait, Michel Ecochard, qu'on pouvait vivre à l'extérieur, il suffisait de mettre un parasol, ce qui est archi faux. Dans ces pays, on vit en air conditionné, un point c'est tout. Ils l'ont gardé pendant des années comme ça, sans le modifier aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je crois qu'il y a une jeune dame de là-bas qui m'invite à faire une conférence la même qu'ici. J'irai voir de moi-même ce qui s'est passé avec ce musée. Mais Georges, je crois qu'il est au courant de ça. Oui, il y a un projet pour le transformer. De remplir la cour et d'enlever le... Mais c'est ça. Imaginez un Koweïtien avec un chef Koweïtien marcher en plein air, même qu'il y ait 3 parasols, il ne va pas marcher en plein air. Il va marcher en air conditionné. Pas de problème. Donc, ça, c'est une réalité qu'on n'avait pas assez. Donc, et c'est ça, ils ont des idées, disons, les architectes internationaux ont des idées préconçues. Ils disent climat, ok, parasol. Isolation, ok, double mur, je sais pas quoi, au vent. Mais ils ne tiennent pas compte de la réalité des gens, comment les gens vivent vraiment. Je viens de lire dans un magnifique livre qui s'appelle Contre l'architecture. C'est le moment où on commence à lire des livres de ce genre. Où l'auteur est contre tous les stars architectes et contre tous ces grands architectes qui font des projets avec leurs idées préconçues. Un truc en Éthiopie, ok, de l'ombre, des grands auvents, donc des poteaux en acier inoxydable avec des grands auvents, etc. Mais où sont les habitudes locales? Où sont la rue? Où est le mur qu'ils aiment marcher à côté du mur? La fenêtre qu'ils aiment ouvrir, n'est-ce pas? Donc il y a en Europe, plus particulièrement dans le monde occidental, chez les architectes des idées préconçues. Le modernisme est bon pour tout le monde. Voilà ce qu'ils se disent. Alors qu'aujourd'hui, ça change beaucoup. On sait ce que ça veut dire construire. Malheureusement, les architectes n'ont pas suivi parce qu'ils n'aiment pas travailler avec les pauvres. C'est ça. Ils aiment travailler avec les riches. J'étais à la conférence récemment, qui c'était la gentrification à l'Élysée, très intéressant, n'est-ce pas? Pendant 4 jours, on parlait comment les projets, comment les terrains sont accaparés par les grands opérateurs immobiliers, comment ils chassent et comment lutter contre ça. Comment lutter contre ça? Est-ce que c'est possible de ne pas évacuer des gens pour faire des projets? Alors il y avait notre collaborateur français qui a parlé de beaucoup de projets en France, et comme quoi on tient compte de la gentrification, de ne pas permettre la gentrification, le rendre plus chic, quoi, grosso modo, ou des clients plus aisés. Et il a remis tout de suite en place,
en lui disant, mais attention, le Marais, hein, on a évacué tout le monde en une nuit pour mettre des bourgeois dedans. Le Marais où il y avait des petites gens qui habitaient. Hein. C'était drôle. Hein. Est-ce que vous pouvez vraiment décrire votre approche au projet? Donc, comment un projet commence? Je crois qu'il approche vraiment dans ma demi-rêverie. Je crois qu'est-ce qu'il devrait être le mieux dans ce terrain, dans ce contexte. Je crois ici, par exemple, c'est un toit qui va parallèle à la colline et qui regarde la mer. Okay? Vraiment parallèle. Oui, parallèle à la colline. Et j'en fais j'ai tous les mots du monde avec un nouveau client qui veut, tu veux faire un toit incliné, fais un truc pyramidal à la libanaise. Non, la colline va dans ce sens, je fais un toit dans ce sens. Je crois que l'inscription dans le skyline, ou bien la silhouette ou la ligne des crêtes est importante si on ne veut pas heurter le paysage. Ici, c'est une démonstration de géométrie. Disons, l'effet qu'on peut obtenir avec des retraits et des inclinés, et tout ça en béton brut, on peut tout de suite obtenir un jeu d'ombre intéressant. Malheureusement, celle-ci a été héritée, rachetée par un nouveau client. J'ai dit, bon, pourvu qu'il la démolisse. Non, il a trouvé mieux que ça. Et il a mis des arcades partout, il a rempli d'arcades, entouré d'arcades, ce truc-là qui était vraiment l'expression du modernisme. Alors, j'évite cette route depuis. Donc ça, c'est un bâtiment que personnellement j'aime bien. C'est certainement un centre, un bureau. Ça, c'est un immeuble de bureau. C'est Caporal et Moretti, donc déjà le dessin, oui, ça, il y a les voitures. l'influence de l'architecture brésilienne, il n'y a pas de doute. La multiplicité des brise-soleil. Mais là, alors, je commençais à les contrôler parce qu'après la salle où c'était Khalil et Raoul qui étaient les extrémistes, les radicaux, là, j'ai tempéré un peu les saillies, mais j'ai quand même laissé le jeu de brise-soleil. Et les habitants qui sont les utilisateurs, je passe à la municipalité voir des amis là-bas, ils sont très contents des brise-soleil, il y a de l'ombre dans les bureaux, sans avoir attiré. Sauf que dans le bâtiment des ministères, alors là, les bureaux de directeurs, malgré le brise-soleil, etc., il y a le Venetian blind et le rideau, parce que monsieur le directeur a besoin que personne ne le voit. Donc, parlant d'enveloppe, déjà il y a le souci des quatre façades. Il y a un certain tissage, donc il y a les cadres qui, plus ou moins, sont dynamiques. On peut les suivre à travers tout le bâtiment. Oui, et ici, bon, c'est un mur pignon. Oui. Si c'est pas un pignon sur le voisin, c'est un mur pignon à l'intérieur des choses. Mais moi, je croyais que c'était une façade sud, c'était intéressant de faire un jeu d'ombre et de lumière. Bon, on peut accuser ça avec deux cadres et des petits jeux de relief qui sont rien, qui sont des fenêtres de toilette, hein, une fenêtre longue, vous voyez là. Je ne savais pas. C'est la peine de savoir en détail. Et donc ça, on le retrouve dans plusieurs de vos bâtiments, donc celui de Chekerjian à la Chekerjian qui a été complètement, je ne dis pas massacré, il n'était pas terrible, mais on pouvait le massacrer. Mais avec les rajouts d'étages, la fameuse loi on peut ajouter un étage ou deux, ça dénature complètement les immeubles. On les croyait avoir une crête, un sommet, et puis voilà-t-il pas que ça, on voit beaucoup d'exemples de ça, solidaires et même, ou qui avaient commencé avec une certaine hauteur réglementaire, puis soudain est arrivée l'autorisation d'ajouter des étages. Alors c'est des maladresses incroyables. Alors que, grosso modo, solidaire est physiquement parlant, géométriquement, architecturalement, n'est pas raté. Disons, par rapport à d'autres villes, du Golfe, n'est-ce pas, ce n'est pas raté. Solidaire n'est pas raté. Son grand défaut, c'est qu'il n'est pas vivant, il n'est pas habité. Il n'est pas habité à cause du fameux gentrification. Ça a été happé aux plus démunis, aux moyens, et livré à la vente des bourgeois, des capitalistes. Donc c'est l'exemple le meilleur de la gentrification, qui n'a pas marché. Il n'a pas marché. Il y a quelque chose d'intéressant, votre compréhension de l'architecture comme dans ces quatre catégories. Et quand on voit que, par exemple, un de vos projets plus ou moins récents, donc en 2010,
Oui. On voit des détails qui reviennent. Vous avez dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé que cette théorie, disons... Là, je reste toujours que le volume a été décidé par les lois de construction. Il me restait qu'une seule chose pour donner ma signature, c'est le features of the envelope, c'est-à-dire l'espèce de texturing de la façade par des verticales, des horizontales, qui, tout ça porte des jolies ombres, qui soulignent soit un joli quadrillage et un rythme. Je me rappelle, je faisais ça avec un architecte, je ne vais pas dire son nom, qui était responsable de... Bon, il m'avait amené le client, et puis il brodait tout le temps, comme le moins de centimètres de parking en rez-de-chaussée, je le laissais faire. Et puis, soudain, il a dit, bon, on va faire les façades, tiens, voilà, je te propose. J'ai dit, non. Non, là, laisse-moi faire, s'il te plaît. Il ne reste plus que le texturing ou bien l'enveloppe à faire. Laisse-moi faire. Alors, j'ai fait tout ça et j'étais assez content, tout le monde était content. Mais ici il y a un peu moins d'intégrisme. Donc déjà, Non, le remplissage, il y a... Oui, il y a, bon, disons que les éléments structurels, poteaux... il n'y avait pas à signifier les poutres, si on pouvait ne pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Bon, mais le jeu de lumière que des poutres, les ombres qu'elles peuvent provoquer sur des plans verticaux est intéressant. On voit et un rythme comme ça, et un rythme comme ça. Donc, il y a un réconfort intellectuel, la chose rythmée et, disons, ordonnée, appartient à une culture classique d'ordre, de rythme, etc. Donc si on veut changer un peu, on peut remonter à la montagne avec les chalets. Oui, ça aussi, ça, je peux dire que ça, l'inspiration m'est venue en demi-sommeil. Je me suis dit, dans ce site de neige et de collines, etc., pour se protéger de toute la neige, c'est un manteau. Voilà, c'est le mot manteau qui a dominé. Alors, si vous le voyez, et on est très content de le voir, la première année après l'exécution, il y avait une année exceptionnelle de neige, il y avait 6 mètres de neige, et tout était, il n'y avait que ces quelque chose qui sortait oui. Ombré comme ça, sous la neige. Et déjà, il y a une certaine liberté de matériaux, donc je sens que dans un site urbain, vous êtes assez réductif, il y a 1 ou 2 matériaux au maximum, mais ici, on voit beaucoup plus. Oui, il y a la pierre naturelle, le bois, le béton, le cuivre. Ici, ils voulaient mettre des tuiles et j'ai dit attention, hein, on est dans le langage géométrique, ce sera des carreaux d'asphalte noirs. Et ils ont accepté. Vous voyez à droite, là, il y a une chapelle qui a été construite en mon absence. Ce qu'on peut dire d'intéressant, c'est que l'image de droite, j'ai quand même essayé, malgré le site de neige et les contraintes du toit en pente importantes, etc., j'ai conservé le transept du plan des églises. Vous avez la nef et les transepts, n'est-ce pas, qui sont signifiés ici. Évidemment, avec la rudesse de la pierre extérieure. Il est exécuté, mais je n'ai même pas rentré dedans. Mais dans tout ça, vous avez toujours dit qu'il y avait, je vous ai demandé avant, quel est l'événement ou quels sont les projets qui vous ont vraiment imprégné. Vous avez dit que c'était le Corbusier en général et Brasilia. Brasilia et Cochard pour le paysage. Qui s'appelle Oscar Niemeyer. Oui. Mais il n'y a rien d'organique dans votre travail, c'est toujours rectiligne, il y a l'oblique, l'angle, mais jamais la courbe. Parce que, écoutez, je ne manipule pas comme les star architects d'aujourd'hui, l'ordinateur, les mollusques et les scans des mollusques. Oui. Je ne manipule plus ça aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en ferai, mais par exemple, je veux citer, tu vas peut-être montrer l'image, ce que Zaha Hadid, qui est réputé pour ses mollusques, ses ventres, ses œsophages et estomacs, comment elle a traité le projet de Ali Ubi. Voilà. Alors, Zaha Hadid, avec ce bâtiment, qui est quoi? Je ne sais pas quel le Sam Fares Institute for Public Policy. Public Policy, voilà le titre général. Pour quelqu'un qui s'appelle Zaha Hadid, elle s'est disciplinée beaucoup. D'abord,
Elle s'est disciplinée en montrant un objet géométrique, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et elle a, passé des messages qui marchent bien. Premièrement, elle a dégagé l'horizon, qui n'aurait pas été dégagé avec un autre projet. Elle a dégagé tout le rez-de-chaussée avec un jeu de rampe magnifique. La circulation pour arriver à l'entrée, il y a une espèce de promenade avec une rampe qui n'est pas la rampe réglementaire, qui est vraiment une rampe pratiquement horizontale, n'est-ce pas? Et là, elle sait qu'elle est dans le Oval, qui est un site historique. Elle aurait pu, évidemment, faire une continuation des bâtiments qui existaient, mais moi je dis que ceux qui l'ont construit en 1860, ils n'ont pas continué quelque chose. Et en 2010, on peut faire autre chose et témoigner du modernisme, n'est-ce pas? Et là, le modernisme, il est dans beaucoup... Donc, j'ai parlé que le ciel est dégagé. Elle a magnifiquement rythmé ça avec les palmiers qu'il y a. Il y a un complément de la forme géométrique avec les palmiers. Il y a la couleur du béton brut qui, elle, se fond très bien avec le ciel que vous voyez derrière. Donc, le bâtiment réduit sa présence ou son agressivité ou bien... Et il se fond avec le ciel. Le gris du béton se fond bien avec le ciel. Ensuite, il a des traits modernes, des fenêtres inclinées. Bon, c'est la voiture, c'est le style voiture, le style aérodynamique qu'elle a appliqué, qu'elle a donné. Il y a des gens qui disent, bon, ils trouvent toujours des sobriquets magnifiquement imagés. Ils disent, ça, c'est un caddie de supermarché. Vraiment, quand on regarde, c'est exactement ça. Mais est-ce que ça réduit l'architecture de Zaha Hadid? Moi, je crois qu'elle a fait un très, très gros effort et assez réussi pour faire ça à Lévis. Et Georges a été parmi les membres du jury et il pourra raconter les hauts et les bas des discussions pour finalement le faire approuver. Il y a un autre projet à Lévis que vous pensez... Oui, je pense que... Bon, je passais à côté ce matin, j'ai pris cette photo ce matin. C'est Nabil Roland, que je ne connais pas. N'est-ce pas? Je sais ce qu'il a fait ailleurs. Mais je crois que ce qu'il a fait ici, tu peux la rendre plus claire? Non. Impossible. Je pense qu'elle est assez claire. Ah oui. Ah, très bien, c'est là qu'elle est obscure. Ah, parfait. Bon, elle a beaucoup de qualités. Ce bâtiment a beaucoup de qualités. D'abord, il est fait en deux éléments. Une transparence. On voit la mer, ou de la mer, on voit le campus, en fait. Ce qui fait participer l'extérieur à l'intérieur, c'est déjà une grande qualité. Il y a la volumétrie qui est de 3 étages plus un rez-de-chaussée qui est très acceptable, ce n'est pas un immeuble haut, c'est compact, on peut jouer avec un volume de ces dimensions. Et il a installé des auvents qui donnent des ombres triangulaires, c'est très agréable de voir cette petite fantaisie qui n'est pas des ombres parallèles, avec une surface. Bon, ici, il y a eu des controverses, n'est-ce pas? Pourquoi avoir fait tous ces petits trous dans des écrans? Et évidemment, on peut les bouger. Si les écrans vous ennuient trop, vous pouvez les bouger. Mais moi, je dis que quelqu'un qui s'est installé pour travailler, et qui travaille là depuis 1 mois, 2 mois, il s'habitue à n'importe quel paysage qu'il voit par la fenêtre, qu'il soit fermé ou ouvert, n'est-ce pas? Et ce que je peux dire ici, c'est que, disons, de nouveau le lyrisme ou bien les belles caractéristiques architecturales sont bien réussies. Les gris, les blancs, les ombres, les lignes, la diversité, l'éparpillement des fenêtres, etc. Quelqu'un en a eu une discussion, quelqu'un aussi peut, ici présent, peut me dire pourquoi est-ce qu'il a fait le même traitement sur la façade nord alors qu'il n'y a pas de soleil, etc. Bon, ça c'est du fonctionnalisme, ça c'est du fonctionnalisme. C'est absolument répondre à le caractère, disons, physique des gens. Il faut que ceci réponde à ça. Mais si vous dépassez ça et vous dites que le bâtiment doit avoir une identité, bon, il doit l'avoir de tous les côtés qu'on le regarde, n'est-ce pas? Et au Liban, entre nous soit dit, le soleil permet tout, l'éclairage permet tout.
Vous pouvez avoir beaucoup d'ombre, peu d'ombre, beaucoup de soleil, peu de soleil. Le climat du Liban, l'enseignement du Liban permet les meilleures choses, le plus grand nombre, la plus grande quantité de liberté. Combien on est là? On est bon, on est à 1h20 minutes. C'est bon. Alors pourquoi je vais parler de ça? Je vais parler de ça parce que si vous voyez cette image, vous pouvez constater que sur la gauche de la photo, il y a un bâtiment avec des tuiles rouges, banal. Un autre à côté, banal, 1, 2, 3 étages, mais avec des tuiles rouges, entouré de verdure. À droite, il y a des bâtiments avec des tuiles rouges. Et aussi un autre, une pyramide en tuiles rouges. Beaucoup de végétation. Et le client, qui est apparenté au propriétaire de gauche, qui s'appelle Amin Malouf, l'écrivain, c'est son oncle, monsieur Haj, n'est-ce pas, m'a commandé le projet de faire une villa sur l'énorme plateau, le très grand plateau qui se trouve en ça. Bon, instinctivement, un autre architecte que moi, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait sa gesticulation, d'expression, moi je suis comme ça, hein, moderne, hein, etc. Je peux faire des trucs en acier, en béton, dans tous les sens. Mais est-ce que je respecte l'environnement? C'est-à-dire, j'ai appris la modestie, un peu, après toutes les formes que j'ai données. J'ai appris la modestie et j'ai pensé que quelque chose qui est bas, et qui donne des jolies ombres sous son toit, et un toit rouge comme ce qu'il y a autour, qui va un jour être enveloppé de verdure, n'est-ce pas? C'est peut-être plus approprié, plus, comment dire, responsable de faire pour quelqu'un qui peut faire, en fin de compte, moi je peux faire autre chose, hein. Je peux faire une très belle gesticulation géométrique, hein. Mais, et après 10 ans, je ne serai plus là, le client peut-être non plus, ça va rester quoi? Une gesticulation d'un architecte en 2015 qui va rester des années durant, et le paysage, et l'environnement, et l'horizontalité du site, et le voisinage des tuiles tout autour qui ne vont pas changer. On ne va pas la remplacer par des immeubles, malgré les lois de construction qui les permettent. Les gens sont responsables là-bas. Ils ne vont pas faire des immeubles, même si la loi le leur permet, n'est-ce pas? Donc j'ai fait, et là je dis que j'ai respecté le paysage, bien le contexte physique, comme Zaha Hadid s'est inscrite dans des lignes horizontales, et là-bas je me suis inscrit dans des lignes rouges, de verdure, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une annexe ici, et vous voyez que son toit est beaucoup plus pentu que le bâtiment principal. Eh bien, il a été fait pour prendre des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire de production d'électricité et pas d'eau chaude uniquement. Donc ce monsieur qui est un ingénieur, un centralien, en tout cas ce bâtiment technique qui théoriquement il l'a appelé le bâtiment du gardien, mais aujourd'hui il est habité par son fils et ses enfants quand ils viennent de France, et le gardien est un Syrien dans un container à l'entrée. C'est beaucoup plus pratique et il est plus honnête, hein, entre nous se dit, il ne va pas s'incruster. Bon, alors ce bâtiment qui est technique, il est intéressant parce que il utilise, dès qu'il arrive là-bas, l'électricité des panneaux solaires, c'est-à-dire de photovoltaïque, et quand ceux-ci sont épuisés, il utilise l'électricité du Liban. Et si l'électricité du Liban, elle a des pannes, il utilise finalement ses propres générateurs. Il ne dépend de personne. Il a un réservoir d'eau gigantesque là-bas. Et j'attends que tout ceci fleurisse parce que c'est un maniaque de planter des arbres fruitiers. Et c'est des étendues d'arbres fruitiers. J'attends le printemps pour aller amener des fruits. Et donc, vous voyez, j'ai essayé donc ce que j'appelle l'intégration. J'aime pas le mot intégration, j'aime l'inscription dans le paysage. Et ça, peut-être c'est mes années d'enfance entourées de bois de pin qui m'ont mis ça dans mon âme. Cette poutre en haut, c'est en béton brut? Oui, c'est pour... Oui, elle est en béton brut. Donc c'est ce qui est resté des années d'avant? Je me suis dit, si je veux l'enduire, c'est un peu idiot parce que là-bas, c'est des revêtements de pierre. Donc horizontal, vertical, pourquoi est-ce qu'une poutre va être revêtue de pierre? Et là, je tiens à dire une chose, je viens d'être à Paris et j'ai constaté
vraiment les deux aspects de l'architecture en France, par exemple. Portzamparc a fait la Cité de la musique. Il a respecté les procédures françaises, c'est-à-dire il a probablement fait un APS, un APD, et ensuite il a laissé les entrepreneurs donner les détails, et la surveillance de l'architecte a été vaseuse. Aujourd'hui, après de nombreuses années, la Cité de la musique est vraiment branlante, hein. Les détails sont moches à voir, et puis à l'époque, je crois qu'il faisait des erreurs. Pourquoi revêtir un poteau de tôle d'aluminium, d'alicobonde, ce qu'on appelle ici? Un poteau est un poteau. Je crois qu'il n'était pas très sincère, très honnête. Écochard n'aurait pas fait ça, ni Le Corbu, il n'aurait pas ça. Nous-mêmes, on n'aurait pas revêtu une poutre en alicobonde, n'est-ce pas? Donc moi, je considère qu'il y a des dérapages. Tandis que si vous voyez d'autres réalisations à Paris, comme par exemple la pyramide du Louvre, où je présume que l'architecte pays a eu la mission la plus complète, où il a surveillé tous les détails. Et je peux dire, je peux jurer que la fondation Manct, fondation Louis Vuitton, la fondation Louis Vuitton, il a eu toute la prestation d'architecte, c'est-à-dire et la conception, et le détail, et les matériaux jusqu'au dernier jour. Parce que vous voyez, les accrochages structurels, de tout ça, c'est absolument merveilleux, absolument exemplaire. Donc, Grégoire, je vais poser une dernière question, et puis vous allez... Donc, prendre congé. Pas vraiment. Donc, disons entre les trois amis, vous, Khalil Khouri et Raoul. Oui. En principe, tous trois, vous dessinez, vous êtes peintre, tous trois, vous êtes architecte, vous bâtissez, mais en plus de votre part, vous écrivez. Ouais, et donc, on a ici un de vos bouquins, Pointe Sèche. C'est un recueil de tout. Je faisais d'autres articles de temps en temps. Oui, sur la reconstruction de Beyrouth Moi, aussi. Je crois que les architectes se doivent de parler, de dire. Maintenant, ils sont très prétentieux. Le mot architecte est très pompeux. L'architecte, non, c'est le bon Dieu, hein, il ne faut pas oublier. Alors, il s'égale au bon Dieu parfois. Et je crois qu'ils doivent réduire un peu leur prétentieux. Et je crois que si ceux qui ne sont pas géniaux, comme Frank Gehry ou bien Peyo, etc., s'ils sont simplement des bons artisans de leur métier, et qu'est-ce que je dis artisan? L'artisan architecte n'est pas un type qui sait travailler de ses doigts. Il sait ce que signifie l'artisanat de tous les autres qui contribuent à l'œuvre. Il sait ce que c'est qu'un ferronnier, il sait ce que c'est qu'un menuisier, un aluminium, un bétonnier, un maçon, etc. Et en réalité, l'architecte a une telle culture qu'il les met, il les glorifie, tous ces matériaux. L'architecte est celui qui est capable, par le détail, et c'est pour ça que je l'appelle artisan, mais artisan vraiment haut niveau. Hein. Mais c'est un artisan. Alors si les architectes, et je le constate dans beaucoup de cas, je constate que l'artisanat du détail, n'est-ce pas, est quelque chose de très respectable en architecture. Je ne vais pas citer à l'université américaine les cliniques d'hôpitaux qui sont magnifiquement détaillées. Magnifiquement détaillées. Donc on peut rester, si on n'a pas des élans de grands créateurs de formes, on peut rester un bon artisan, un bon détailleur du troisième volet qui s'appelle les matériaux. Et les matériaux, ce n'est pas seulement le physique, le métal ou le bois de ça, et c'est aussi la couleur, hein, les matériaux, c'est-à-dire la présentation de l'objet que vous faites dans le vide. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. On va prendre des questions. Oui, quelques questions si vous voulez. Si. On peut prendre quelques questions, après ça il y a du vin rouge et rosé. Bon. Il fallait donner du vin au début. Alors, qui veut commencer les questions? Comment? Ça, c'est pas une question. Si vous pouvez parler. Ah. Bien sûr. C'est le contraire. C'est toi qui me tiens. Non,
Moi, j'ai une question que je n'ai pas pu... Donc, ma question était en relation de ces premières références, donc Le Corbusier, Oscar et ce qui se passait à Japan Architect. Oui. Mais à un moment donné, vous avez arrêté de suivre ce qui se passait ailleurs. Moi, personnellement, disons que je me suis adouci, j'ai introduit autre chose que du béton brut. Mais il y a quelqu'un qui est plus intégriste que moi, c'est Raoul Vernet. Oui, oui. Et Raoul Vernet, je peux dire que ce qu'il a exécuté, c'est d'abord, du point de vue intégrisme de béton, c'est absolument complet. Et c'est une personne qui savait détailler les choses d'une manière impeccable. C'était pas mon fort. Moi, je ne suis pas un architecte des intérieurs, je suis un architecte de l'extérieur, du volume et des enveloppes. Mais à un moment donné, vous m'avez dit que cette discussion qui a commencé donc, dans les revues a continué entre vous. Et vous avez arrêté de voir ce qui se passait ailleurs. Et donc il y avait ce discours local, disons. N'oubliez pas qu'on travaille mode aussi. Hein. Nous autres, il y avait un style de l'époque, on l'appliquait. Tout le monde fait du style. Aujourd'hui, si je vous résume ce qu'est le style moderne de Beyrouth, c'est facile. Hein. Les cobandes, la pierre collée, agrafée, les bandes horizontales en aluminium, le vitrage des balcons, n'est-ce pas, et quelque chose c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'estime, et c'est pas pour l'architecture, pas pour les architectes. Certains sont exceptionnels, vraiment exceptionnels. Il n'y a qu'à aller un peu alentour pour voir ce qui se passe, hein. Syrie, en Jordanie, etc. Même en Turquie. Ici, il y a des exemples d'architecture magnifiques, mais l'architecture au Liban est un ratage complet à cause des lois d'urbanisme. Les lois d'urbanisme qui permettent de construire tout et n'importe où, et très haut, etc. Quand je fais des plans d'urbanisme pour la direction de l'urbanisme, mon seul souci, c'était de ne pas permettre ce qu'on permettait. Ça a été en permanence de réduction de choses, et avec le paysage en vue, évidemment. La protection du paysage. C'est la seule chose qui m'a fait, parce que sauver l'urbanisme au Liban, c'est difficile. Je crois que si on se concentre simplement à tidy up the place, okay? Rendre vivables les trottoirs, la circulation, les transports en commun, etc. Parce que les bâtiments sont bien. Et puis finalement, les gens aiment leurs bâtiments. La preuve qu'ils mettent des bacs à fleurs partout. Et ça peut répondre. Les bacs à fleurs peuvent s'étendre dans les jardins. Et cacher les bâtiments. Non, et pas cacher les bâtiments. Certains sont très bien. Mais c'est l'urbanisme, c'est la proximité de ces bâtiments, l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas de lecture générale de la ville. La lecture générale, c'est quand même des avenues, des lignes droites, une harmonie des hauteurs. On finira par être comme Hong Kong et Singapour, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Moi, même dans mon quartier, si je monte, je suis étonné de voir combien il y a de trucs qui s'érissent. Mais ça va être de plus en plus. Donc ça, c'est désespéré. Ce qu'on peut mettre, c'est d'essayer de faire ce que les pays civilisés, comme New York, etc., ils rendent la rue familière, habitable et agréable. Pour eux, New York, paraît-il, est une ville très agréable à vivre. À cause de quoi? C'est pas à cause de tout. C'est à cause de la rue. Et des soins qu'on donne, des trottoirs. Et des parcs. Et des parcs. Bon, un parc.